Monsieur Mohamed Yazid Hambli, bonjour. Bonjour Souhaila, merci pour l'invitation. L'agriculture, les rendements, les instructions du président de la République sont strictes. Augmenter les rendements à l'hectare, c'est à notre portée, monsieur Hambli, si on fédère toutes les actions intergouvernementales. Oui, bien sûr, c'est à notre portée parce que il y a déjà des gens qui font des agriculteurs qui font des rendements importants de 40, 50, même dans le sud, avec une irrigation intégrale, il y a des gens qui font du 80, du 90. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut faire, on peut le faire. On peut le généraliser, mais à travers la fédération de toutes les actions gouvernementales, tout le département gouvernemental, et aussi la technique peut se baser principalement sur l'itinéraire technique et proposer des solutions aux agriculteurs, aux professionnels. Alors quand on parle de synergie gouvernementale, de fédérer les actions entre les différents départements ministériels, on parle par là bien sûr de l'agriculture, également bien sûr le ministère de l'énergie par rapport à l'électrification, on parle des routes également, des travaux publics, on parle également de l'eau et du commerce, c'est important. Bien sûr, et aussi on parle d'engrais. Et ça dépend de l'énergie. Et de la recherche. Et de la recherche aussi. Et on parle ici en termes de... Aussi, on ajoute aussi la diversité variétale, le patrimoine génétique qui, ici, il faut qu'on intègre la recherche, surtout avec ces changements climatiques qui sont abattus sur tout le monde. Donc, on a besoin de recherche avancée pour mettre une stratégie pour l'avenir. Mais justement, par rapport à cette question des gènes, la Banque des gènes, qui sera effective à partir du mois de juin prochain, va impulser une nouvelle dynamique, une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire pour l'agriculture. Non, la Banque de gènes, c'est l'essentiel de la sécurité alimentaire. Donc la banque de gènes, premièrement, c'est sécuriser notre patrimoine génétique, nos espèces, les conserver, nos espèces végétales et animales. Et c'est à la base... On parle de l'Edgilel, on voit des disparitions déjà. C'est à la base de n'importe quel programme de recherche et d'obtention variétale. Et donc avec tous ces changements, il nous faut des recherches, il nous faut nos espèces qui sont adaptées à travers des millénaires, ils sont adaptés à nos conditions climatiques. Donc préserver notre patrimoine est devenu une priorité absolue pour notre sécurité alimentaire. Vous avez parlé de la race ou la djellel. La race, elle n'est pas en voie de disparition, mais elle est en voie de... on est en train de... surconsommer. Non, c'est pas la surconsommation. On parle d'une pollution génétique. Donc, actuellement, il y a plus de routes, il y a plus de transports. Donc il n'y a pas vraiment des programmes de préservation de la race. On ne parle pas de la race. Nous avons des races disparues déjà, comme la race barbarine. Il y a d'autres races qui sont disparues, ça fait longtemps, mais mettre en évidence un programme de préservation de la race, la gestion de la race, c'est très important. Premièrement pour un développement durable par rapport aux zones, par rapport au territoire, par rapport au microclimat, que ces races et ces espèces sont adaptées depuis des millénaires à ces conditions-là. Et donc, gérer la race à travers la préservation, à travers les banques de gènes, banques de semences, et aussi à travers la valorisation, la certification. Donc tout ça, la meilleure préservation des espèces et de la race, c'est la valorisation économique. Et ça passe uniquement à travers la valorisation de la race, à travers la labellisation, la certification, et mettre en valeur tout un système économique basé sur la qualité.
Même principe pour toutes les autres races, que ce soit animales ou végétales. Bien sûr. Préserver impérativement. Deglet Nour, par exemple. Non, Deglet Nour, c'est une espèce à développer. Nous avons commencé à certifier cette Deglet Nour. Elle est labellisée Deglet Nour, mais actuellement, il faut... Deglet Nour, Algérie. Bien sûr, Deglet Nour, elle est purement algérienne. Donc et elle a des spécificités hors normes par rapport à d'autres espèces, par rapport à la même espèce cultivée dans d'autres pays. Ici, on parle de l'interaction, de la variété avec la nature, avec le microclimat. Alors, par rapport à cette nouvelle vision, par rapport à la nécessité d'introduire la technologie, les agriculteurs doivent aujourd'hui s'inscrire dans cette nouvelle vision, cette nouvelle dynamique, à savoir associer la technologie et la science pour augmenter les rendements. C'est l'instruction également du président de la République, on l'a entendu lors des dernières assises consacrées à la sécurité alimentaire, à savoir le secteur de l'agriculture. Monsieur le Président a tout dit dans les assises, il a tout dit. Donc, il a décliné pratiquement une feuille de route pour les années à venir. Oui, donc à la base d'une agriculture développée, d'une stratégie, c'est l'agriculteur, c'est le professionnel, c'est l'éleveur. Donc mettre en valeur le professionnel, le préserver, parce que on peut pas parler d'une agriculture, on peut pas parler d'une préservation du patrimoine si on préserve pas le professionnel, qui est à la plaque tournante, à la base de notre agriculture, à la base de la préservation des races ovines, des races bovines, algériennes, des espèces. Et donc, mettre en valeur cet agriculteur à travers la formation. Et ici, on revient sur la technique et l'itinéraire technique en termes de céréales et aussi d'autres spéculations. Et donc intégrer l'agriculteur à travers un itinéraire technique. Il nous faut intégrer d'autres secteurs, secteur de l'irrigation, de l'hydraulique, secteur de l'énergie, à travers les engrais et aussi la recherche par rapport à l'engrais. Il nous faut des engrais qui vont avec nos qualités du sol, nos types de sol et notre climat. Et quand vous abordez la question de la formation, ici, il faut associer la formation professionnelle, bien sûr, pour les cycles de formation. Non, il faut qu'on revienne sur la formation, pas la formation professionnelle. Il faut qu'on revienne sur la formation agricole, qu'on a oubliée depuis les années 90. Donc, la formation et l'enseignement agricole qui était attribué au ministère de l'agriculture jusqu'aux années 95. Actuellement, il n'y a plus de formation, on ne trouve plus de techniciens supérieurs dans le terrain. Et aussi, on va vers la disparition des ingénieurs agronomes. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de formation d'ingénieurs agronomes, uniquement à travers une ou deux écoles en Algérie, et avec le système LMD qui ne marche pas en agronomie. Et donc, c'est une formation généralisée, biologique, purement biologique. Donc, on est en train, nous, en tant que professionnels, on demande qu'on revienne sur la formation agronomique classique d'ingénieur d'État. On va assister, si on reste comme ça, on va assister à la disparition de l'ingénieur agronome d'ici quelques années. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est d'actualité aujourd'hui par rapport à l'amélioration et l'augmentation, bien sûr, des rendements à l'hectare, les instructions du président de la République. Nous sommes aussi à la veille du mois de Ramadan. Nous savons que c'est une période de forte consommation des produits frais et agricoles, qui soient, bien sûr, d'origine animale ou végétale. Le président de la République, il a parlé bien sûr de l'augmentation des rendements, la disponibilité des produits, mais à des prix également accessibles pour tous les consommateurs. Comment assurer cette accessibilité au prix quand on sait que déjà les prix commencent à prendre l'ascenseur? Est-ce qu'il faudrait pendant certaines périodes, pour casser un peu cette spéculation, aller vers la vente directe, producteur-consommateur? Je pense qu'on s'est habitué à cette augmentation, c'est pas normal. Un pays comme l'Algérie, un pays agricole, on assiste chaque mois de Ramadan à une augmentation des prix. Et ça, c'est dû à la spéculation. Et la disponibilité des produits est assurée? Non, la disponibilité, elle existe si on trouve les produits. C'est pas par rapport, on trouve les produits agricoles tout au long de l'année.
Toutes les saisons. Toutes les saisons, mais le prix... Même hors saison. Oui, même produits. Hors saison. Et donc pratiquement, on est le seul pays qui peut cultiver qui peut produire des légumes à travers tout au long de l'année. Donc, si d'autres pays, c'est des pays qui importent les fruits et les légumes, et en Algérie, on produit tout au long de l'année, mais la spéculation fait défaut. Donc, comment casser cette chaîne Comment casser cette chaîne, justement? Est-ce qu'il faudrait aller vers une vente directe, agriculteur, consommateur? Parce qu'on a toujours dit, par rapport à cette question de la spéculation, les deux perdants, c'est le consommateur et le producteur. Voilà, l'agriculteur. Non, je pense qu'il faut aller vers une organisation. Des marchés. Une organisation, premièrement, une organisation de la production, à travers des contrats. Donc ici, on parle de numérisation, d'identification. Et je pense que le président, il a parlé de la numérisation, c'est une priorité absolue. Pour avoir de la traçabilité, pour avoir de la visibilité aussi, pour mettre une stratégie. Parce qu'on ne peut pas rester dans ce contexte de chaque année, on doit préparer le mois de Ramadan, donc la production, elle est tout au long de l'année. Et aussi, on a besoin d'aller vers une production pour l'exportation, pour diversifier notre économie. Ce n'est pas uniquement pour le consommateur algérien. Donc là, je pense que l'organisation des marchés, l'organisation de la production et aussi l'organisation de la commercialisation peut être directe à travers, c'est pas le producteur qui va vendre, mais à travers l'organisation coopérative. Et ici, on revient sur l'organisation coopérative agricole, et ici on parle de subvention de la coopérative. Vous savez que l'agriculteur algérien et l'agriculture algérienne, l'exploitation algérienne, elle est en dessous une moyenne en dessous de 10 hectares. Donc ces professionnels, c'est des petits professionnels qui n'ont pas les moyens pour investir sur des moyens de conservation, des moyens de triage, et ils ont besoin de crédit, ils ont besoin d'assiettes foncières pour construire, et la coopérative, jusqu'à maintenant, n'a pas accès au crédit bancaire. Et donc, faciliter les crédits bancaires pour les coopératives et subventionner les coopératives, c'est la seule solution pour la régulation des produits agricoles. Alors, Monsieur Mohamed Yazid Hambli, moi je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects par rapport à la disponibilité des produits agricoles, par rapport au rendement à l'hectare. Nous savons qu'au niveau du secteur, il y a eu beaucoup de performances qui ont été réalisées. C'est quand l'agriculture, c'est 14,7% du PIB, le produit brut intérieur brut. L'agriculture, c'est le deuxième secteur après celui des hydrocarbures avec 24%, bien sûr, de rendement au niveau des céréales, même si nous restons aussi dépendants de l'importation par rapport à ce produit hautement stratégique, par rapport à l'accessibilité, la disponibilité des produits. Vous avez parlé de la nécessité de mettre en place des coopératives agricoles, les subventionner. Faut-il subventionner les coopératives agricoles ou trouver des mécanismes de financement de ces coopératives qui leur permettent de mieux se déployer et assurer à la fois la régulation du marché? Non, ici on parle de trouver des modalités de financement, crédit bancaire, par exemple, c'est des crédits bonifiés à long terme. C'est pour rassurer les agriculteurs et aussi cette organisation, parce que à travers le monde agricole, à travers les pays dans le monde, les pays agricoles dans le monde, on trouve que c'est à travers les coopératives que les gens font de la régulation. Et je pense pour éliminer tous ces intermédiaires qui font revenir chaque année les mêmes pratiques. Sur la spéculation, sur l'augmentation des prix. Donc, il faut aller vers une organisation coopérative. Premièrement, c'est pour éliminer les intermédiaires et aussi pour une meilleure traçabilité du produit, du producteur jusqu'au consommateur. La commercialisation, c'est un métier, un savoir-faire. Certains préconisent aujourd'hui de revenir sur non pas des coopératives seulement agricoles, mais aller vers des espaces de vente dédiés exclusivement aux agriculteurs, comme ce fut le cas par le passé, les Soukh el Fellah.
Non, mais non, mais ça existe toujours, encore, surtout dans les pays, l'Algérie profonde, dans les wilayas intérieurs du sud. On trouve des marchés. Chaque commune a son marché, son petit marché chaque semaine, pratiquement. Et donc on pour les ceux trouve, qui veulent des produits frais. Bien sûr, pour ceux qui veulent des produits de tiroir et aussi des produits frais. Ça existe encore. Notre besoin actuellement, c'est comment... Le lait de vache. C'est comment organiser la commercialisation à travers des grands espaces, à travers les coopératives, aussi le packaging, le triage, tout ça. Calibrage aussi. On a besoin actuellement. Le nettoyage. Le problème, ça n'existe. Le lavage. Oui, tout ce qui est logistique. Et plateforme logistique. Et on a besoin actuellement, on a besoin à travers les wilayas, les grandes agglomérations. Donc, c'est pas par rapport aux petites wilayas d'intérieur ou du sud qui ont leur propre marché, leur propre système de commercialisation. Le problème qui existe actuellement, c'est les grandes agglomérations. Dans les grandes villes, parce qu'on est en train d'aussi, par rapport à ce nouveau modèle de consommation, nous occidentaliser. Alors, Monsieur Mohamed Yazid Hambli, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Nous avons vu aujourd'hui que l'État consacre un grand intérêt par rapport à ce contexte un peu géopolitique actuel qui a créé et suscité beaucoup de crises, la crise sanitaire que nous avons traversée. Mais il y a aujourd'hui cette menace de crise alimentaire. C'est la raison pour laquelle on prend beaucoup de dispositions. Les filières stratégiques, c'est important. Oui, bien sûr. Les céréales, c'est devenu une priorité de toutes les priorités. Les céréales, le président a parlé il faut qu'on se sécurise en termes de production céréalière. Ne plus rester dépendant un peu de l'Occident. Au moins aller vers une production, une autonomie de 70 à 80%. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on ait changé complètement de mode de consommation? On est passé du blé dur, comme l'orge, à, bien sûr, le blé tendre, la farine. Je pense que dans la culture, c'est la baguette blanche. Et ici, vous avez parlé tout à l'heure sur les secteurs, la synergie de tous les secteurs. Ici, je pense que le secteur de la santé et de l'éducation a un très grand rôle à jouer pour cultiver le consommateur. Donc revenir sur notre culture de consommation ancestrale, le blé dur et l'orge surtout et les produits maraîchers. Bien sûr, et beaucoup de produits maraîchers. Et je pense que la baguette blanche, elle est à la source de toutes les maladies qui existent en Algérie, diabète, colon, gaspillage aussi. Et je pense qu'il faut... La mosquée a un rôle aussi à jouer. Bien sûr, les affaires religieuses. Et je pense que c'est une affaire de tout le monde. La sécurité alimentaire, finalement, c'est une affaire de tout le monde. C'est pas une affaire uniquement du secteur agricole. Le secteur agricole peut produire, mais aussi il faut aller vers une rationalité de la consommation, une culture de la consommation. Et donc ça va influer aussi la cuisine, notre assiette, ça influe aussi sur la facture d'importation des médicaments aussi. Et ici, c'est très important, si on parle de sécurité alimentaire, c'est pas uniquement la quantité, c'est la qualité du produit, la qualité de consommation aussi, notre culture de consommation. On a vraiment changé notre mode de consommation et c'est malheureux pour nous. L'Algérien avait un très très bon régime alimentaire, nos grands-pères, nos grands-mères, et aussi sur l'utilisation des produits frais, la préparation des produits à la maison, tout ça on l'a perdu. Et il faut revenir, donc il y a un très grand rôle de la société civile, des associations de consommateurs. Il faut qu'on parle, on reste pas figé uniquement sur la quantité et les prix d'une saison à une autre. Et donc c'est vrai qu'il faut organiser, qu'il faut éliminer ces pratiques
qui sont pas des pratiques algériennes, cette spéculation, chaque année on voit l'augmentation, mais aussi il faut qu'on parle aussi sur le mode de consommation, la culture, et aussi c'est une méthode de lutter contre la spéculation. Alors, on est un pays d'orge, il faut le rappeler aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, puisque nous consommons shahir et le mermez et le frik également. C'est des produits, et bien sûr, issus de l'orge et que nous sollicitons beaucoup pendant cette période. Et aussi, on est en train de nous ruer vers l'huile de table, alors qu'on est un pays aussi de consommation de l'huile d'olive. On peut cuisiner avec l'huile d'olive. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect par rapport justement à cette culture. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'on ait changé? Vous avez parlé un peu de la baguette. Il faudrait réorienter aussi les cultures vers cette production quand on sait qu'elle est dépendante à 90% ou 99% de l'eau, de l'irrigation, qui est consommatrice d'eau. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait produire véritablement du blé tendre? On peut produire du blé tendre, mais au sud, même au nord, mais s'il y a une facture à payer. Facture énergie, facture carbone, facture eau. Et c'est très important si on parle de l'eau. Dans l'avenir, on voit la sécheresse, l'eau est devenue une denrée rare. C'est devenu aussi un enjeu de conflit. Il faut le préserver. En France, on parle de sécheresse, alors qu'ils ne connaissaient pas ce phénomène. Oui, en Europe, toute l'Europe, on parle de la sécheresse. La Grande-Bretagne. Et l'Algérie, c'est un pays pratiquement semi-aride depuis longtemps. Et donc, il faut vraiment pencher sur une véritable stratégie de préservation de l'eau à travers des cultures non consommatrices de l'eau. Et il faut revenir sur la consommation de céréales qui ne consomment pas de l'eau, comme l'orge, comme d'autres céréales, le triticale, les seigles, et introduire peut-être des nouvelles cultures qui ne consomment pas de l'eau. Et donc, il faut qu'on s'adapte. Alors, par rapport à cette vision, justement, par rapport aux produits stratégiques nécessaires aujourd'hui, est-ce qu'il faut, c'est-à-dire une vision à part, c'est-à-dire les traiter de façon à part, les soutenir et les, bien sûr, subventionner à hauteur peut-être même de 100% par l'État, monsieur Mohamed Yazid Hambli, puisque vous avez certains producteurs qui vous disent, oui, nous produisons, mais il faudrait qu'on soit soutenu. Oui, l'agriculture... Ça nécessite beaucoup de moyens par rapport à l'itinéraire. Comme vous savez, l'activité agricole, elle n'est pas rémunérante. Donc, pour préserver l'activité elle-même, j'ai parlé tout à l'heure sur la protection du professionnel. Comme vous savez, dans le monde entier, l'activité agricole, elle est subventionnée. C'est pour maintenir, elle est soutenue pour maintenir l'acte de production. Et donc, c'est une profession très difficile, très pénible. Et donc, il faut soutenir cette activité agricole afin de préserver l'acte agricole et le professionnel, parce que si on perd le professionnel, on va perdre notre sécurité alimentaire, même si on met des programmes de production, des grands investissements, mais le meilleur investissement, c'est dans l'être humain, donc dans la préservation du professionnel. Mais justement, préservation du professionnel, pour bien sûr préserver la production. Vous avez parlé de la pénibilité, mais avec les moyens techniques, nous avons vu à travers le monde, c'est moins pénible qu'avant. C'est la raison pour laquelle la question de la pénibilité fait qu'on déserte ce métier. Non, mais il faut mettre en évidence, il faut mettre dans nos têtes que la technologie et la nouvelle technologie dans le monde agricole, elle a engendré beaucoup de problèmes dans le monde entier. Si on veut vraiment, il faut qu'on mette un système propre à nous. Qui tient compte de l'écosystème, la préservation des ressources, préservation du sol, préservation de l'eau. On a vu que les nouvelles techniques culturelles de labour, ils ont détruit les sols à travers le monde. Et l'utilisation de produits chimiques, on voit que l'Europe, leurs sols sont devenus des sols plastiques, sans engrais chimiques, sans produits chimiques qui ne donnent rien du tout. Ici, il faut qu'on... hélas, et heureusement, l'Algérie, elle a encore le choix
pour son système agricole qui doit aller vers qu'on doit aller vers un système durable qui préserve la nature. Il faut contrôler les quantités de produits chimiques utilisés comme les engrais, par exemple, au niveau des sols. Aller vers un système durable qui prend compte premièrement de la recherche, parce qu'il y a plusieurs modèles. Il faut revenir sur un système biodynamique dans les fermes, surtout dans les fermes du Nord, où nous avons des sols très fragiles, et des sols riches à préserver. Donc, associer, marier le système intensif dans le sud algérien avec des grandes fermes, pour combler nos carences en termes de production agricole, et revenir sur le système d'agriculture biodynamique. On trouvait dans la ferme l'élevage, l'arboriculture, les produits maraîchers, les céréales, et ça tourne. C'est un système, c'est une agriculture, c'est une rotation, c'est une économie, c'est une agriculture biodynamique. On utilisait les fumiers, les produits de la ferme, les produits organiques de la ferme comme engrais. Et il y avait des luttes biologiques, il y avait de l'élevage de basse-cour, de poules, de canards pour éliminer les mauvaises herbes et éliminer les insectes. Et donc il faut revenir pour préserver naturellement les sols du Nord. Parce que c'est les terres arables, ce qu'on appelle les terres arabes. Les terres arabes à fort rendement agricole. Non, les terres arables, les préserver, la nature aussi, l'écosystème, parce que c'est notre avenir. Et comme l'Algérie, c'était toujours le pays de la qualité, et donc avec les 8 millions ou les 10 millions d'hectares du Nord, on peut aller vers une agriculture vraiment de qualité pour le consommateur algérien, et aussi pour conquérir les marchés internationaux en termes de qualité. Par rapport bien sûr aux produits bio issus bien sûr de nos zones rurales qui aujourd'hui occupent l'équivalent de 15 millions d'habitants. Alors je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect bien sûr. On a parlé aujourd'hui de l'agriculture intensive au niveau du sud du pays. Il faut bien sûr la contrôler strictement pour éviter qu'il y ait bien sûr des dérapages ou qu'il y ait bien sûr, quand vous avez parlé de contamination des sols, on parle aujourd'hui de l'ODAS, l'agence de développement de l'agriculture saharienne qui est mise en place pour superviser toutes ces actions. Il faudrait accélérer la cadence de l'exploitation aujourd'hui des sols au niveau du sud du pays, Monsieur Hambli, parce qu'on a aussi un défi. C'est d'assurer la production et de sécuriser notre pays par rapport à la question de la sécurité alimentaire. Il faut aller vers la vitesse supérieure. C'est ça, accélérer. On est dans les procédures, il faut commencer à produire. Oui, il faut. Même si on a des exemples très réussis de la production agricole, El Oued et Biskra. Non, nous avons des Biskra pour les maraîchers. Même Al-Mni'a, nous avons des agriculteurs, nous avons quelques modèles qui ont réussi. Mais Biskra arrive à alimenter les 13 wilayas limitrophes. Biskra, elle alimente en termes maraîchers. Produits maraîchers, elle alimente pratiquement toute l'Algérie. Et les régions. Et je pense ici qu'il faut qu'on réfléchisse un peu sur l'alimentation du Grand Centre et l'Ouest algérien. Nous avons des terres ici à Alger, Tipaza, Boumerdès, des poches. Qu'il faut conserver contre le béton. Il faut conserver contre le béton et investir sur les espaces, investir sur les serres multichapelles dans la région, créer des plateformes logistiques pour l'alimentation de l'agglomération du centre, et aussi nous avons des périmètres à l'ouest, Oran, Moustaganem, Ain Timouchent, et aussi il faut investir sur les multichapelles. Mascara aussi. Sur les multichapelles pour alimenter les grandes agglomérations, et aussi par rapport à l'exportation des légumes. En face, nous avons l'Europe en face de nous, nous avons le Golfe en face de nous, et avec la flambée des prix de l'énergie, nous avons une chance de devenir l'un des plus grands producteurs de produits maraîchers sous serre au monde. Nous avons de l'énergie, on peut aller vers le dessalement de l'eau de mer pour l'irrigation et exporter notre produit. Et actuellement, le produit algérien
est devenu absolument un produit très prisé à travers le monde par rapport à la qualité, aussi par rapport par rapport au prix. Mais vous parlez des prix. Quand vous dites qu'il faut utiliser l'irrigation de dessalement, est-ce que ça ne va pas aussi se répercuter sur le prix de rendement, du produit? Non. Le plus grand problème du prix surtout des produits précoces et super précoces cultivés sous serre, c'est l'énergie. Et nous avons bien sûr sur ce domaine-là un avantage comparatif. Oui, par rapport à d'autres pays qui ne sont pas producteurs comme l'Espagne, comme d'autres pays voisins, les Pays-Bas qui utilisent beaucoup d'énergie pour la production sous serre. Et donc l'Algérie, elle a de la chance pour mettre en place un système de production. Premièrement économique et aussi ça peut être politique. Et on a bien sûr un ensoleillement qui peut durer jusqu'à 10 mois, très peu de pluie et très peu bien sûr de saisons d'hiver. Alors je voudrais revenir avec vous aussi sur cette question qui est d'actualité, qui est celle de l'auditeur, monsieur Mohamed Yazid Hambli. Faut-il aussi accélérer, c'est-à-dire aujourd'hui cette traçabilité, mettre en place cette traçabilité pour les quantités produites en Algérie? On a tendance à penser que nous fonctionnons approximativement, nous ne connaissons pas, c'est-à-dire les rendements réels par producteur et par hectare. Oui, il faut aller vers... C'est une réalité? Non, c'est une réalité, mais justement... On est dans l'approximation. Justement, cette année, le secteur agricole et l'État algérien, ils ont commencé par l'identification, le recensement du cheptel, du bétail, et donc... il faut faire la même chose pour les productions. Toutes les productions, je pense qu'il faut aller vers... propriétés agricoles. Oui, les propriétés agricoles, vers l'identification. Et pour avoir une véritable stratégie, il faut savoir qu'est-ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on est en train de produire, et nos capacités à l'avenir de production, parce qu'on est au-dessous de nos capacités. On peut augmenter nos rendements, augmenter notre production 3 à 4 fois les quantités et aussi la qualité déjà qui existe, et aussi mettre l'identification. Ça va nous permettre d'aller vers une agriculture contractuelle. Il y a des gens qui veulent investir dans l'exportation, dans la création de plateformes logistiques, et donc à travers l'identification, on va aller vers une agriculture contractuelle qui va sécuriser le producteur et aussi le consommateur et l'investisseur qui va exporter. Et le meilleur moyen, c'est aussi la facturation. Faut-il aller vers la facturation, Monsieur Mohamed Yazid Hambli, quand on sait qu'il y a des réticences à ce niveau-là? Il faut qu'on commence... C'est un marché qui fonctionne à 70% ou non? Non, il faut commencer à identifier. Avant d'aller vers la facturation... Mais il faut aller vers la facturation à un moment ou à un autre. Bien sûr. Après, c'est une étape. Il faut aller J'achète dans une supérette, j'ai mon ticket de caisse. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça la traçabilité. Même si j'achète une simple cigarette, je prends un café, j'ai mon ticket. Mais il faut aller vers une identification. Mais il faut aller aussi vers la facturation. La facturation vient après l'identification. Alors, autre question, celle bien sûr de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on connaît aujourd'hui les périmètres agricoles qui sont irrigués, c'est-à-dire avec le goutte à goutte? On a parlé de 2 millions d'hectares, mais on ne les a jamais atteints. Est-ce qu'on a des chiffres réels à ce niveau? Non, les périmètres, justement, c'est par rapport à cette identification qu'on peut avoir des chiffres réels. Donc, nous, mais l'irrigation au goutte à goutte, elle a bénéficié aussi des soutiens, on connaît? Non, il y a des gens qui prennent pas, la plupart des gens ne prennent pas de subventions. Il y a des agriculteurs qui sont affiliés à la Chambre d'agriculture, qui ont des cartes d'agriculteurs, qu'on est en train d'identifier à travers un système numérique. Nous avons créé une plateforme à travers la Chambre, c'est la plateforme Rorfati, qui identifie tout le monde, et donc on a même changé la carte d'agriculteur avec une carte biométrique, avec un code QR qu'on est en train de remplacer depuis le mois de janvier. Au niveau de la Chambre d'agriculture. Au niveau de la Chambre d'agriculture. Et donc la traçabilité et l'identification, c'est le meilleur outil pour savoir
et pour connaître nos capacités et aussi pour mettre une stratégie à l'avenir. Alors, nous avons vu que dans certaines filières, nous avons un surplus de production, mais qui n'est pas malheureusement repris par l'industrie, ce qui pénalise énormément les producteurs et les agriculteurs. Comme cette année, l'oignon, nous avons eu des quantités importantes. Le prix a atteint les montants les plus bas. Est-ce que l'agro-industrie doit accompagner cette dynamique agricole également, oui, monsieur Hambli, puisque même le président, il a dit, voilà, c'est une lacune, vous l'avez relevé, oui. Même le président, il a dit, nous sommes prêts à financer à hauteur de 90% tous les projets oui. D'agro-industrie. Mais même les industriels, ils ont leur raison. Moi, je pense que l'identification, elle est primordiale pour mettre une stratégie de développement pour la production et pour aussi aller vers l'industrialisation de notre agriculture à travers la transformation. Parce que la tomate industrielle, on a réussi. Que, bien sûr, et prenons l'exemple de la tomate industrielle, parce que l'industrie, c'est égal à contractualisation. Et donc, agriculteur industriel. Comme la tomate. Comme la tomate. La pomme de terre aussi, il y a des industries, mais l'espèce cultivée pour l'industrie fait défaut. C'est des petites quantités. Donc aussi, si on veut aller vers l'industrie, il faut aller vers une agriculture contractuelle. Et ça, tout ça est conditionné. C'est-à-dire produit pour l'industrie. Pour l'industrie. Produit pour l'exportation. Il y a l'exemple de la tomate industrielle. Oui, c'est à Galma, à Naba, à Skikda, à Tarf, à Soukaras. Il y a plusieurs wilayas qui prennent de l'ampleur en termes de production de tomates, mais aussi il faut aller vers, même pour l'exportation, on produit à travers un cahier de charge. Selon la demande. Et donc, la meilleure chose pour notre agriculture, c'est la contractualisation. Et ça ne peut pas être sans l'identification de notre système agricole. Et l'agriculteur est assuré de la reprise de sa production. Alors vous avez aussi cette autre question qui est primordiale pour nous. Nous avons vu, on parle aujourd'hui de la mise en œuvre de la banque des gènes animales et bien sûr végétales à partir du mois de juin prochain. Nos semences, ça constitue aussi un point noir parce que nous savons qu'hormis certaines productions comme par exemple les blés, et également la pomme de terre, nous importons toutes nos semences. Ça aussi, ça hypothèque notre souveraineté, monsieur. Oui, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui parlent de la guerre de semences. Oui. C'est un conflit international. Donc la semence, c'est une arme stratégique actuellement. Et nous importons toutes nos semences pour les produits maraîchers. Le défaut de la semence nous met dans une situation dangereuse. Et donc, si on parle, bien sûr, si on parle de production agricole, il faut qu'on parle d'intrants agricoles. Et le premier intrant, c'est la semence. Aussi, préserver notre semence, nous avons de très belles variétés de races résistantes à la sécheresse, résistantes aux maladies. Ça peut être un matériel de base pour la recherche, pour la création de nouvelles variétés, pour la création de nouvelles races. Le colonisateur, il a utilisé nos variétés depuis nos espèces. Ils ont créé même des races bovines à travers les races algériennes. Donc, pourquoi sous-estimer notre race et notre patrimoine génétique qui fait, à travers les banques de gènes mondiales, le matériel de base de création variétale actuellement. Et il faut le préserver et le développer. Monsieur Mohamed Yazid Hambli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.